Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Criche Normandie. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre pour cette webconférence. Nous sommes en direct depuis les locaux de la région à Rouen et nous allons parler de la connaissance de l'occupation des sols. Alors, la présentation doit durer environ 1 heure avec 4 séquences entrecoupées de questions que vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer d'ailleurs par le chat de la chaîne YouTube si vous avez un compte ou bien par mail. Sur un ordinateur, la zone de chat YouTube se trouve à droite de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous en servir. Je tâcherai de répondre à un maximum de questions, mais comme nous ne pourrons pas toutes les traiter, sans doute, nous compléterons les réponses après la réunion, après la présentation, et vous pourrez les consulter sur le site de la Crige. Ce sera également le cas pour les questions pour lesquelles je n'ai pas toutes les compétences pour apporter la bonne réponse immédiatement, donc quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. Alors, je me présente, je suis Cyril Kefelou de l'établissement public foncier de Normandie et j'interviens en tant qu'animateur du groupe de travail de la Crige qui a imaginé la production d'un MOS à l'échelle de l'ancienne Basse-Normandie. Alors, je serai seul aujourd'hui à l'écran et pour l'exposé, protocole Covid oblige, mais je suis accompagné de membres de la Crige qui participent à ce format un peu inhabituel et notamment une petite équipe travaille d'ailleurs juste à côté pour me transmettre vos questions. Alors, voici donc les 4 séquences. Donc, nous allons commencer par évoquer les objectifs et l'organisation de la production du MOS, puis rentrer au fur et à mesure dans les détails en présentant d'abord les principaux choix qui ont été faits en Normandie avant d'illustrer avec quelques exemples de cartes ou d'indicateurs. Enfin, nous évoquerons l'avenir, au moins l'avenir à court terme. Alors, on commence par le contexte, avec d'abord un MOS. Mais c'est quoi ? Un MOS, c'est une carte qui vient décrire ce qu'il y a sur le sol. Le cartographe voit une maison, il dessine l'emprise de la maison. Il voit de l'eau, il dessine les contours de l'étendue d'eau. Il voit des rochers, il trace la zone concernée par ces rochers. Voilà. Mais un MOS, c'est plus qu'un dessin. C'est en effet un fichier informatique qui peut être lu par un logiciel SIG, Système d'information géographique. Pourquoi information ? Parce que pour chaque objet dessiné par le cartographe, des informations sont associées à cet objet. Par exemple, sa catégorie, rocher, pour reprendre l'exemple qu'on avait mentionné tout à l'heure, ou sa surface. Et les logiciels SIG sont tout à fait en capacité de faire des cartes, mais aussi de produire des statistiques simples, ouvrant la voie à des analyses ou à des études. Il faut savoir que l'utilisation d'un MOS nécessite des compétences dites géomatiques, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se servir d'un logiciel SIG. Cela peut être au sein de votre structure ou être une compétence appelée chez un bureau d'études. Alors, de par sa description fine du territoire, un MOS est très utile pour dresser un état des lieux et peut servir de socle aux réflexions prospectives, et notamment aux documents de planification, on pense au PLH, aux documents d'urbanisme. Un MOS permet aussi de rechercher plus rapidement l'emplacement de certains usages du territoire, comme des équipements. Par exemple, dans une ville donnée, si on souhaite dresser l'inventaire cartographique, je ne sais pas, des hôpitaux ou des cliniques, on peut afficher l'ensemble des espaces dédiés à l'activité de santé, comme ici. De la même façon, si on cherche des écoles élémentaires, on peut afficher l'ensemble des espaces dédiés à l'activité éducative. Bien sûr, la donnée MOS ne suffit pas, et elle comporte naturellement des biais, mais elle est une base de travail permettant d'approfondir de nombreuses thématiques. Il en va de même pour les enjeux environnementaux. Pour appréhender la problématique du risque inondation, par exemple, il peut être utile de cartographier les espaces boisés ou en herbe, ou de mettre plutôt en évidence les sols imperméabilisés, qu'on va voir en rouge sur cette carte. Bien sûr, l'intérêt d'un MOS est démultiplié lorsqu'il propose différentes dates, appelées millésimes, pour mesurer les évolutions du territoire et notamment la consommation d'espace.
Il est à noter qu'un MOS ne permet pas seulement de mesurer cette consommation, mais il permet aussi de la comprendre et de distinguer les cas de consommation par des opérations denses ou par des opérations en diffus ou pour des usages de loisirs, etc. Au global, un MOS peut avoir de nombreuses utilisations. C'est un outil de connaissance du territoire. Et aux alentours de 2013, les géomaticiens et les thématiciens bas-normands constataient qu'ils ne disposaient pas d'une telle ressource. On voit sur cette carte quelle était la situation des MOS vers 2013. Un MOS en Haute-Normandie, et même plusieurs, puisque des MOS locaux étaient produits dans la région de Rouen. Et par ailleurs, un MOS développé par l'agence d'urbanisme de Caen pour le compte du SCOT figurait déjà en Basse-Normandie. Donc un groupe de travail a été mis en place à l'époque par le pôle géomatique normand, ancêtre de la CRIJ, rassemblant les géomaticiens alors bas-normands. Face au constat d'un développement des productions de données d'occupation des sols dans d'autres régions, le principe était de se rassembler pour échanger sur les besoins, envisager une production régionale. Le groupe s'est ensuite attaché à développer un cahier des charges et à concevoir un tour de table financier avec notamment l'appui des fonds européens FEDER. Pendant la période de conception, la fusion des régions a été annoncée puis rapidement engagée, les fonds FEDER restant à l'échelle bas-normande, et le travail étant bien avancé, il a été décidé de maintenir la production à l'échelle bas-normande, qui faisait donc le complément du MOS 2009 dont bénéficiait déjà la Haute-Normandie. Pour les besoins des parcs naturels régionaux, le périmètre a été adapté pour couvrir leur territoire de compétence sur les régions voisines, comme vous le voyez sur la partie sud de cette carte. Une convention a donc été signée et du groupe de travail composé d'une quinzaine de structures, 10 se sont engagés pour le cofinancement du MOS, à savoir la région, l'État, les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne, les PNR du Perche et de Normandie-Maine, la SAFER de Normandie, l'IGN et l'EPF Normandie. Comme évoqué, donc, le FEDER a soutenu le projet de manière importante en prenant en charge la moitié du montant hors taxe. Dans ce partenariat, l'EPF Normandie s'est occupé de prendre la coordination du groupement de commandes, devenant ainsi le premier interlocuteur du prestataire au moment de la production. Le prestataire désigné a été Alizé Géomatique. À tous ces acteurs s'ajoute le CEREMA, qui a accompagné la démarche, particulièrement lors des contrôles, grâce à un financement spécifique de l'Adréal. Au global, une longue période d'incubation, puis de production, entrecoupée de périodes de production des données sources indispensables, qui a été effectuée par l'IGN, et pas mal d'étapes administratives dont vous avez un aperçu ici. Vous n'avez qu'un aperçu de toutes les différentes étapes qui ont été franchies. Voilà pour cette introduction. Je peux répondre à quelques questions. Est-ce que du coup on a des demandes? Alors, qui a participé au groupe de travail de définition des données? Nous avons eu notamment l'agence d'urbanisme de Caen. Nous avons eu l'université de Caen également. Nous avons eu des représentants d'associations environnementales. Voilà, enfin, un panel de différents utilisateurs qui étaient représentants aussi bien des enjeux urbains que des enjeux des milieux ruraux. Combien de temps ça a pris pour déterminer les spécifications? Alors on l'a vu un petit peu sur la chronologie juste avant. Il a fallu pas mal de mois, hein. Je crois qu'on doit être à peu près sur 18 mois pour produire les spécifications, sachant qu'on était parti à l'origine sur un cahier des charges qui a été modifié à peu près à mi-chemin. Donc du coup, on a fait ces spécifications en 2 temps. Voilà. Combien a coûté le projet? De mémoire, on doit être à plus de 500 000 euros TTC. Voilà. Est-ce que du coup on peut passer à la partie suivante? S'il y a d'autres questions, bien sûr,
J'y répondrai dans les prochains temps. Alors, partie suivante, comment le MOS a été conçu et quelles sont les caractéristiques du MOS? Alors, vous avez vu que des MOS préexistaient en Normandie et que d'autres régions travaillent avec ces outils. On pense bien sûr donc à l'Île-de-France, mais aussi à la région PACA ou Nord-Pas-de-Calais, qui sont dotés depuis longtemps. Or, au démarrage du groupe de travail, il est constaté qu'il n'existe pas de normalisation, ni en France, ni entre les Normands qui ont produit des MOS. Il n'y a donc pas de produit de référence. Il a donc été décidé de partir des besoins des bas normands pour le concevoir. Et donc du coup, ça a été l'objet d'un premier travail de spécification qui aboutit à un premier cahier des charges. Mais à cette même période, le Conseil national de l'information géographique a dressé le constat identique de cette hétérogénéité et a monté un groupe de travail national, cette fois, auquel nous avons pu participer. Au final, un standard a été proposé vers 2015 et les acteurs bas normands ont fait le choix de s'appuyer dessus. Le souhait était de se donner davantage de chances d'avoir une production comparable dans la durée avec les régions limitrophes, mais également d'élargir le partenariat, puisque l'IGN nous a rejoints à ce moment-là. Et l'IGN, du coup, nous a fait profiter d'une extraction spécifique avec des données pré-traitées. En retour, l'IGN bénéficie d'un socle de données qui participe à son projet national d'occupation des sols. Alors, l'un des apports de la nomenclature proposée par le CNIJ, c'est la double description. Alors, ça veut dire que sur un même espace, on peut analyser à la fois l'usage des sols, ici entre habitat en rouge, agricole en jaune, naturel en vert, activité économique en violet ou en noir, et en même temps de regarder la couverture des sols au même endroit, ici en herbe, boisé, imperméabilisé ou bâti, sont représentés sur la diapositive. Alors, les préconisations nationales ont été également reprises sur des sujets plus techniques. De nombreuses règles viennent guider la numérisation, notamment sur la taille des objets, qui peuvent faire de 200 m² à 2500 m² selon le contexte. De la même façon, des règles de largeur ont été reprises. Par exemple, la plupart des objets sont numérisés s'ils font plus de 10 mètres de large. Mais les routes sont prises à partir de 5 mètres, alors que les espaces de sylviculture doivent être de 20 mètres de large. Donc au final, c'est quand même un travail complexe pour le cartographe d'apprécier ce qu'il doit et ce qu'il peut tracer. Et sur les objets qui sont trop petits pour être identifiés seuls, il y a à nouveau des règles pour déterminer l'usage et la couverture qu'il faut privilégier. Alors comment le cartographe travaille? Sa donnée de référence, c'est la photo aérienne. Mais l'IGN a proposé donc une donnée d'appui qui permet de caler les découpages sur une référence nationale. Alors, comment ça se passe? En version extrêmement simplifiée, le cartographe affiche la photo aérienne, puis la donnée pré-traitée par l'IGN, ici en contour gris. En rouge, le cartographe adapte ses contours, refait des découpes, ignore certains tracés gris et apporte toutes les corrections nécessaires. Puis il affecte à chaque objet un usage et une couverture. Dans la réalité de la chaîne de production, c'est bien plus compliqué que ça, et il y a des recherches d'optimisation notamment. Mais l'idée générale est bien celle-ci. D'autant qu'aux côtés des données de référence, et puisqu'elles ne disent pas assez pour décrire au plus fin des usages notamment, d'autres données sont utilisées, comme les fichiers fonciers préparés par le CEREMA, qui servent notamment à qualifier l'usage des bâtiments ou leur densité. On peut également citer les déclarations PAC, qui sont valorisées autant que possible. À noter que nous avions également la possibilité d'utiliser des données locales,
Mais nous avons écarté cette hypothèse lorsqu'elle risquait d'introduire un biais trop important dans la comparaison entre territoires. Une certaine uniformité de traitement restait recherchée sur l'ensemble de la région Basse-Normandie. Alors, dernier point à avoir à l'esprit, il est impossible d'imaginer une donnée fiable à 100%. Une fiabilité générale de 90% était attendue, ce qui signifie qu'un objet sur 10 peut être faux, c'est toléré. Exiger davantage aurait nécessité des moyens financiers beaucoup plus importants. En réalité, la fiabilité dépend des postes de nomenclature. Et comme nous le verrons ensuite, nous avons cherché à avoir une description très fine, ce qui augmente les risques d'erreur d'affectation. En regroupant les postes de nomenclature en fonction des besoins, on peut d'ailleurs les fiabiliser. Parce que sur les postes les plus fins, les débats ont été nombreux pour savoir ce qu'on y rattachait et comment interpréter les données, notamment les photographies aériennes. Donc des arbitrages ont été donnés, mais peut-être que d'autres, ou vous, auraient fait des choix différents. Donc ça fait partie aussi des éléments qui viennent impacter la fiabilité en tant que telle. Enfin, sur le volet géométrique, certains traitements peuvent paraître surprenants, mais ils sont souvent le fait de préconisations techniques qui en sont à l'origine. Alors j'ai une illustration. Ici, donc, on a les tracés en bleu, et puis j'ai mis en évidence un polygone, donc une entité en jaune. On voit que ces bâtiments-là sont tracés de manière correcte, mais ici, on a un écart qui est fait sur la photographie aérienne, où on vient rejoindre la voie ferrée. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il y a moins de 10 mètres entre le bâtiment et la voie ferrée. Donc à cet endroit-là, il faut l'affecter soit à l'espace enherbé, soit aux maisons. Et là, du coup, l'arbitrage, c'est de faire en sorte que ça fasse partie de la zone bâtie. Donc voilà, c'est cette contrainte du standard national qui provoque un décrochage dans le découpage. Voilà. Alors, on passe aux questions. Donc, je suis en train d'en prendre connaissance. Si j'ai bien compris, il y a une dimension description et une dimension usage. Donc, on peut croiser les deux. Alors, effectivement, sur cette question-là, je vais le montrer dans la partie qui suivra, que l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir gérer les deux en même temps et de pouvoir enrichir en fait les analyses à partir du mélange de ces deux types de description. Est-ce que les haies sont répertoriées malgré les 10 mètres de largeur minimale? Les haies, en fait, ne sont pas représentées à partir du moment où elles sont, fines. Donc effectivement, ça fait partie des débats que nous avions avec le groupe de travail pour élaborer la nomenclature. Représenter les haies représente effectivement un grand intérêt, mais on a aussi mentionné le fait que les documents d'urbanisme sont censés faire un travail sur ce type de problématique. Donc il a été décidé de ne pas renchérir en fait le coût de production sur ce thème-là qui était géré par ailleurs. Où peut-on trouver les documents techniques, par exemple les spécifications techniques? Eh bien, ils seront remis sur le site GeoNormandie. Donc là, c'est pareil, je l'évoquerai tout à l'heure, en même temps que toutes les données mode d'occupation des sols. Alors, quels sont les postes de nomenclature les moins fiables? Je ne les ai pas forcément toutes en tête. Là, c'est pareil. Donc, avec les données, vous aurez un dictionnaire des données, donc qui vient décrire la définition qu'on attribue à chaque poste. Et là, du coup, pour chaque poste, vous aurez le taux de fiabilité qui a été estimé par le prestataire. De mémoire, il y a notamment des postes qui ont été très problématiques, notamment tout ce qui est lié aux fourrés, aux petits arbustes, aux landes. Donc entre les landes et les fourrés, c'est très très difficile. Et là, c'est pareil, tout le monde n'a pas la même définition et la même façon dont on peut, n'a pas forcément les mêmes orientations en termes de classification. Et là, on est vraiment sur des postes qui étaient vraiment très très complexes. Après, il y a également les postes de densité sur lesquels je vais revenir et qui sont là très très compliqués à apprécier, notamment les franges entre une densité et une autre se font vraiment à l'œil
du photo-interprète. Donc, ce sont effectivement des postes qui sont très très fins qu'il faut manipuler avec plus de précaution. Alors, je poursuis dans la présentation avec le fait d'aller plus loin dans la donnée qui se traduit donc par deux descriptions. Je vais définir un petit peu plus ce qu'on entend par ici couverture. Donc là, on a deux cartes qui reprennent les objets dessinés. Donc au passage, sur chacune de ces cartes-là, vous avez plus d'1 million d'objets qui sont représentés ici. À gauche, donc, la couverture et à droite, l'usage. Et donc, comme je le disais, on commence par la couverture. La couverture, c'est quoi? C'est ce qui est physiquement sur le sol. Donc, on le décrit de 36 manières différentes, avec 5 niveaux de précision. Alors, qu'est-ce que j'entends par niveau de précision? Vous avez ici un tableau qui représente la nomenclature pour la couverture. Donc, évidemment, ça n'est pas lisible, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu de l'importance de la nomenclature, rien que sur la dimension couverture. Donc, sur la droite, nous avons 36 postes qui sont ici et là. Mais certains postes peuvent évidemment s'emboîter pour avoir une description. Donc plus on va vers la gauche, plus les emboîtements sont importants. Donc ces emboîtements permettent d'avoir une description plus simple, voire plus fiable, comme nous l'avons dit. Ainsi, la grande famille des espaces végétalisés, qu'on va retrouver dans la partie basse du tableau, eh bien, se subdivise en végétation ligneuse, qui est ici. Donc végétation ligneuse, ça signifie plus simplement des arbres et des arbustes, pour faire simple, et en végétation non ligneuse que vous retrouvez en bas. Alors la végétation non ligneuse, on pourrait simplifier en disant qu'il s'agit d'herbes. Alors je vais vous passer la diapositive suivante. Voilà, donc là vous avez la végétation non ligneuse sur une portion du territoire, c'est tout ce que vous avez en vert, qui peut à nouveau être subdivisée de manière plus précise en terres arables que vous avez en jaune, en prairies ou en jardins de type urbain que vous avez ici dans un vert beaucoup plus pâle. Donc là, on voit qu'effectivement, les 36 postes de description sont quand même très, très fins. Et ça permet donc du coup de faire des analyses très, très précises en fonction des contextes. Si on doit décrire le territoire avec le niveau le plus simple, on a la carte de gauche, avec ou sans végétation, tout simplement. Et à droite, vous avez le niveau de détail le plus important. Et ce qu'on a évoqué sur la couverture, c'est le même fonctionnement pour l'usage des sols, qui vient décrire quelle est l'utilisation du point de vue de l'homme. Parce que du coup, ce sont vraiment les usages anthropologiques des différents espaces. Cette fois-ci, on a 58 façons de décrire les usages jusqu'à 6 niveaux. Donc là, le diagramme est encore plus important, et donc c'est une nomenclature qui est très complexe, qu'on peut quand même subdiviser en deux parties. Les 3 grands postes qui correspondent aux activités économiques, donc primaires, secondaires et tertiaires, qui sont subdivisés en autant de postes de description de plus en plus fins. Et puis une seconde moitié des postes d'usage, qui sont composés de réseaux publics, du résidentiel, et enfin de l'indispensable catégorie autres, avec notamment des usages qui restent inconnus, qui sont utilisés le moins possible évidemment, et ce qui est qualifié dans la nomenclature nationale comme étant sans usage, alors que d'autres le qualifieraient d'espace naturel. Mais cela ouvre donc un vaste débat entre spécialistes, qui a déjà eu lieu d'ailleurs, mais on voit bien qu'effectivement on est sur une nomenclature du point de vue de l'humain. Donc pareil, pour illustrer, vous avez ici en rouge les espaces résidentiels sur une commune de Basse-Normandie.
que vous pouvez distinguer donc entre habitat collectif, dans cette tonalité pourpre, ou en habitat individuel, ici plus en rouge, ou bien de l'habitat mixé avec d'autres usages, notamment des commerces en rez-de-chaussée par exemple, qu'on retrouve plus fréquemment ici en rose, à proximité des centres-bourgs ou à proximité des centres-villes. Bien, cette première typologie collectif individuel notamment, on peut à nouveau la subdiviser en densité. Alors, voilà, que vous retrouvez là sur cette diapositive. La densité de bâti, donc les couleurs ne sont peut-être pas très lisibles à l'écran, mais il faut savoir que vous avez 5 niveaux de densité par type d'habitat. Donc 5 niveaux de densité pour le collectif, 5 niveaux de densité pour l'individuel. Alors, sur la diapositive suivante, excusez-moi, j'essaye de vous la passer. Le pointeur ne fonctionne pas idéalement. Voilà. Donc, comme pour la couverture, donc là, on a les usages où on voit à gauche sur la carte les usages les plus simplifiés, donc avec 6 postes de nomenclature, et les usages les plus précis donc sur la cartographie de droite où on voit la finesse de description. Alors, l'intérêt de ces 2 dimensions, comme on le disait tout à l'heure en réponse aux questions, c'est pas seulement d'avoir davantage de descriptions, mais c'est aussi de pouvoir entrecroiser les thèmes. Donc, théoriquement, plus de 2000 combinaisons sont possibles. Si on multiplie les 36 postes de couverture par les 58 postes d'usage. Mais dans les faits, il y a des postes qui ne peuvent pas aller ensemble. Par exemple, on ne retrouve pas d'usage réseau routier dans la couverture eau maritime. En tout cas, pas pour le moment. Il faut espérer que ça dure. Donc du coup, on a quand même beaucoup de possibilités de traitement. Pour illustrer, dans un MOS classique, voilà ce qu'on pourrait retrouver. On a la représentation des espaces agricoles en jaune. Le fait d'avoir une deuxième dimension nous permet d'avoir un autre niveau d'information qui est le bâti, ici, sur la couverture. Si on entrecroise ces 2 informations, on peut extraire uniquement, si tel est besoin, les bâtiments qui sont dévolus à l'agriculture. Autre exemple, en milieu plus urbain, on peut représenter les espaces qui sont dévolus aux activités commerciales, que vous avez ici en violet. Si on entrecroise ça avec l'information des couvertures de stationnement, on peut uniquement mettre en évidence les espaces de stationnement à des fins d'activité commerciale. Alors, si le MOS, c'est une carte, c'est aussi une base de données, et des indicateurs peuvent être créés à volonté. Par exemple, toujours sur le thème du stationnement, on voit sur la gauche les répartitions de ces espaces en fonction de l'usage. Et sur la droite, on prend pour chaque usage quelle est la proportion de la surface dévolue au stationnement. Alors c'est un peu compliqué dit comme ça, mais c'est pour montrer, par exemple, sur le graphique de droite, que 25% des surfaces de commerce et artisanat sont occupées par des stationnements. Alors, sur la diapositive suivante que je cherche à passer, voilà, on peut aussi analyser la capacité du tissu résidentiel d'un territoire, voire comparer les territoires entre eux. Alors ici, les différents indicateurs tentent à montrer que le territoire 1 est plus compact que le territoire 2 et aussi et surtout que le territoire 3.
Alors, ce sont des vrais territoires, hein. Les traitements sont réels, mais pour cette occasion, j'ai préféré anonymiser parce que ces seuls chiffres ne suffisent pas à tirer des conclusions sur la qualité urbaine de ces différentes communes. Et donc, je ne suis pas là pour émettre des jugements sur la qualité de la capacité de ces différentes collectivités. Ce qu'on voit simplement, c'est que le territoire 1 a davantage d'espace dévolu au collectif et que globalement, le tissu dense est beaucoup moins présent dans le territoire 3 par rapport aux deux autres communes. Autre exemple de production d'indicateurs. Donc, on peut aussi croiser les données MOS. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que des indicateurs MOS purs, sans utilisation d'autres données, mais le caractère géographique des données permet aussi de croiser avec d'autres informations, de les enrichir. Par exemple, ici, j'utilise les données DVF, soit les transactions immobilières. Et là, on est sur une commune et on distingue donc les différentes transactions en fonction de leur contexte. Ici, en nombre de transactions, donc on voit que plus de la moitié des transactions de maisons se font sur un contexte d'individuel dense sur cette commune-là. Voilà, et là c'est pareil, on peut comparer de commune en commune. Toujours en croisant les bases de données des transactions immobilières avec le MOS, on peut aussi faire des traitements sur les prix. Le prix des maisons en fonction du contexte. Par exemple, ici, on voit que les prix les plus importants sont dans ces secteurs centraux, donc des secteurs mixtes, en densité. On peut aussi croiser avec, évidemment, les zonages des documents d'urbanisme. Donc là, il y a un grand nombre de traitements qui sont possibles. Là, juste pour l'illustration, en couverture et en usage, j'ai juste pris les zones à urbaniser à long terme d'un EPCI pour regarder justement quelle est l'occupation des sols sur ce zonage-là. Voilà par rapport à cette présentation sur le contenu du MOS. Donc la première question, c'est savoir s'il y a 2 années de collecte, 2009 et 2016. Alors, par rapport au MOS qui a été produit sur la Basse-Normandie, on est sur un seul millésime pour le moment. C'est le millésime 2015 pour la Manche et 2016 pour les départements de l'Orne et du Calvados. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un MOS 2009, c'était le MOS qui a été produit en Haute-Normandie. Donc du coup, on est bien sur 2 produits qui sont différents et qui ont été faits sur des temporalités différentes, mais j'y reviendrai. Comment la fiabilité finale entre 85 et 98% a été calculée? Alors là, en fait, il s'agit de prendre un échantillon. Donc là, c'est le bureau d'études qui a fait ces calculs-là. Ils ont pris des échantillons sur chaque poste et ils ont été confrontés à des réalités terrain ou en prenant le temps de faire des contrôles beaucoup plus poussés, par exemple en utilisant Google Street View ou autre, pour vérifier si effectivement ce qui a été numérisé, je dirais avec le processus, le protocole de numérisation industrialisé, correspond bien à la réalité. Donc du coup, pour chaque objet vérifié dans chaque poste, il y a un validé ou un non validé. Et du coup, in fine, on fait le calcul du taux de fiabilité pour chaque poste. Alors si on constate des erreurs, faut-il les signaler et selon quelle modalité et seront-elles prises en compte? Alors là, du coup, ça renvoie à la partie suivante de la présentation où je vais en parler. Alors, quels contrôles ont été faits sur la qualité topologique des données? Alors, il y a 2 types de contrôles qui sont faits. Il y a le contrôle déjà interne donc au prestataire, donc qui a ses propres protocoles pour vérifier que toutes les données fournies sont bien topologiques. Et puis ensuite, il y a un autre contrôle qui se fait par l'IGN sur justement le produit spécifique qu'ils reçoivent, et ils vérifient effectivement de la même manière que toutes les données sont topologiques.
Donc topologique, hein, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la géomatique, ça veut dire que des objets qui sont contigus sont bien considérés en interrelation par le logiciel SIG. Ça veut dire que par exemple, si on bouge un sommet d'un de ces objets-là, bah, l'ensemble des objets qui sont autour, par exemple, sont modifiés du même élan. Est-ce qu'il est possible de distinguer pour un même usage ce qui est imperméabilisé et ce qui ne l'est pas? Ben oui, effectivement, dans la limite des prescriptions techniques qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire notamment la surface des objets, hein, dès lors qu'il a été possible de découper un objet qui a un usage, par exemple, on va parler de l'usage résidentiel en maison individuelle, eh bien, il y aura la partie, par exemple, en herbe, qui sera subdivisée de la partie qui est bâtie ou imperméabilisée, ou de la partie routière. Donc tout ça, en fait, fera l'objet de différentes découpes, et donc il est possible d'avoir un traitement différencié entre imperméable et perméable. Est-ce qu'il est possible de fournir des fichiers QML lire pour récupérer la représentation graphique pour QGIS et ArcGIS? Alors là, d'abord, je vais expliquer un peu cette question-là. Vous avez vu qu'on a présenté un certain nombre de cartes, et notamment pour les cartes qui présentent la diversité des thématiques, la diversité des objets. Il y a différentes couleurs qui s'affichent. Et voilà, vous pourrez remarquer que pour une typologie identique, sur mes différentes cartes, c'est toujours la même couleur qui s'affiche. Hein, c'est toujours le même vert pour les prairies, c'est toujours le même rouge pour l'habitat individuel, etc. Ça veut dire qu'en fait, en plus d'afficher le mode d'occupation des sols, la donnée géographique, on a associé à un autre fichier que le SIG va aller chercher automatiquement, qui va indiquer, dès lors qu'on est sur cette typologie-là, on affichera cette couleur-là. Donc effectivement, ces fichiers ont été livrés par le prestataire et ça fait partie de la production. Et quand on mettra les données en ligne, eh bien, ces fichiers seront livrés avec. Donc les géomaticiens pourront directement produire des cartes avec les bonnes couleurs. Voilà, et donc ces deux fichiers seront utilisables sur les différents logiciels. Ici sont cités deux logiciels assez fréquents, hein, QGIS et ArcGIS, mais les fichiers sont utilisables par l'essentiel en fait des logiciels SIG. Voilà, donc on va passer à la partie finale sur les perspectives. Donc on va passer donc au futur immédiat, hein, avec pour commencer justement, on vient d'en parler un petit peu, hein, la diffusion des données elles-mêmes. Hop. Voilà, donc les données, elles seront mises en ligne sur le site internet GeoNormandie dans les tout prochains jours. Alors actuellement, on met la dernière main sur les découpages de la production par département, hein, qui a été livré sur des lots un petit peu différents. Et malheureusement, on a eu quelques bugs inattendus. On est en train de les traiter, sans quoi les données seraient déjà en ligne. Sachant qu'il faut savoir aussi qu'une donnée régionale est impossible à mettre en œuvre d'un bloc, parce qu'il y a tellement d'objets que le fichier en résultant dépasserait les limites techniques pour ces formats de données. Donc on doit de toute façon livrer par bloc, par subdivision, et donc on a choisi une subdivision par département. Alors il faut savoir que ces données sont en open data, en licence ouverte, et donc sont librement utilisables. Alors vous aurez d'ailleurs accès en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, à d'autres documents, comme la nomenclature que vous avez eue tout à l'heure, qui était illisible, hein, sur les diapositives, mais là vous l'aurez dans un format Excel, et donc vous pourrez aller dans les détails de la nomenclature. Ou encore le dictionnaire des données dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour avoir en fait connaissance de derrière chaque nomenclature, derrière chaque typologie d'occupation, qu'est-ce qu'on met comme définition derrière et quelle est la fiabilité de la donnée.
Alors, diapositive suivante. Alors, les documents qui seront transmis pourraient ne pas suffire pour une pleine prise en main efficace. C'est pourquoi on a imaginé en fait, au sein de la CRIJ faire des sessions plus techniques, mais aussi des sessions locales. Donc, on aura des sessions donc, en concertation avec les conseils départementaux qui pourront mettre à disposition leurs locaux et valoriser leur propre réseau de géométriciens. Alors, parce que ces sessions sont plutôt destinées aux géométriciens, puisqu'on ira un petit peu plus loin sur la manipulation des données elles-mêmes et sur les points de vigilance sur les interprétations qu'on peut faire de ces données. L'objectif est de faire ces sessions d'ici la fin de l'année, si la pandémie, évidemment, nous le permet. Alors, on en a aussi un petit peu parlé. Vous aurez, en même temps que les données, un lien d'accès à un outil qui a été proposé par notre prestataire Alizé Géomatique. Donc, je vais vous montrer une image de cet outil qui est en cours de finalisation. Donc, si vous souhaitez proposer une correction, vous pouvez placer donc une petite étoile et préciser dans des blocs de texte votre demande. Alors, ces propositions seront ensuite traitées par Alizé dans le cadre d'une maintenance. Et pour ne pas reporter indéfiniment la donnée finale et au regard des expériences antérieures, notamment en Haute-Normandie, une échéance fin d'année nous paraît à ce stade la plus adaptée. Alors attention, pour qu'elle soit prise en compte par Alizé, il faut que les demandes correspondent aux conditions du marché. Notamment que les demandes correspondent à la nomenclature, que vous retrouverez donc dans le dictionnaire des données, et également que la demande corresponde aussi au millésime du MOS, c'est-à-dire 2015 ou 2016. Si la situation a changé depuis, ce n'est pas forcément dans cette donnée que nous devrons la prendre en compte. Et alors... Et justement, donc si on parle normand, donc d'abord de nombreux acteurs ont émis le souhait à ce stade d'une mise à jour des MOS haut et bas normands. Donc, pour mémoire, le MOS haut normand date de 2009. Et le fait d'avoir donc une donnée plus récente, la plus récente possible, c'était évidemment un élément qui est très attendu. Le fait aussi d'avoir 2 dates augmente l'utilité de la donnée par comparaison entre les millésimes. Le fait de l'envisager à l'échelle régionale présente aussi des avantages, notamment parce que c'est un appui déjà aux politiques régionales, bien sûr, mais c'est aussi un outil d'analyse qui peut être mis en commun entre les territoires. C'est aussi une façon de mutualiser les moyens, notamment les moyens financiers. Parce qu'il faut effectivement bien caler la future production entre son utilité, son coût, mais aussi la possibilité de la cofinancer. Donc pour gérer tous ces aspects, la région, l'État, l'EPF font actuellement appel à un assistant à maître d'ouvrage dont la consultation est en cours. Il faudra faire un état des lieux des MOS existants en Normandie, des MOS existants ailleurs qu'en Normandie, faire un état des lieux des usages qui sont attendus, vérifier si les techniques de production qui évoluent sans cesse n'offrent pas de nouvelles opportunités. Et puis, du coup, ce qui est important, ce sera effectivement de mettre tout cela en lien avec un groupe de travail CNIJ qui est maintenant à impulser à l'échelle de la grande région. Voilà pour cette dernière séquence de présentation générale du MOS, mais vous l'aurez compris, du coup, il y a des séquences plus techniques qui sont à venir dans les départements. Est-ce que nous avons des questions là-dessus? Donc, première question, est-ce qu'on peut lire le relief sur le MOS? Est-ce que le MNT est intégré? Alors, le MNT, c'est le modèle numérique de terrain. C'est effectivement une base de données géomatique qui retrace le relief. Alors non, il n'est pas
le relief, on ne le retrouve pas en tant que tel dans le MOS, puisque du coup, le relief n'est pas une occupation des sols en tant que tel. Par contre, comme je l'ai montré par rapport au fait de pouvoir croiser des données entre le MOS et les transactions immobilières, entre le MOS et les zonages des documents d'urbanisme, il est tout à fait possible d'enrichir le MOS avec le MNT en indiquant par exemple, donc ça dépend vraiment des besoins locaux, en indiquant par exemple que tel ou tel objet est à telle altitude ou à telle pente. En règle générale, il faut bien comprendre que le MOS n'a pas, on l'a dit tout à l'heure sur les haies, mais le MOS n'a pas cherché à rassembler dans une même base de données géante l'ensemble des sujets géomatiques, puisqu'il y a un MNT qui est produit en parallèle. Du coup, le MOS ne s'est pas intéressé à cette question-là, tout comme il y a des bases de données sur les friches, il y a des bases de données sur les zones humides, par exemple, qui sont traitées par ailleurs. Du coup, le mode d'occupation des sols n'a pas vocation à forcément se faire l'interface générale en fait, de tous les sujets d'aménagement du territoire. Mais dès lors que, du coup, pour nous, ça a été d'autant plus facile de faire ces arbitrages dès lors qu'on avait d'autres documents qui étaient disponibles. Ici, c'est le cas par rapport à l'altitude, c'est le cas par rapport au relief. Alors, une question sur le découpage et des téléchargements. Donc, le parc du Perche étant sur plusieurs départements, y aura-t-il un fichier par département ? Comment est traité justement l'Orne de ce point de vue-là ? Eh bien, l'Orne est traité en tant que département, je dirais, seul. Mais du coup, il va y avoir quelque part 4 découpages. Un découpage Calvados, un découpage Manche, un découpage Orne, et puis un découpage extraterritorial qui pourra être utilisé par les PNR qui pourront, là tout à fait à leur échelle, je dirais additionner leur périmètre orné avec le reste du territoire extra-normand. Est-ce que des méthodes d'allègement des données sont envisagées, notamment dans le cas où les fichiers seraient difficilement exploitables par des machines qui sont peu puissantes? Ça, effectivement, ça peut faire l'objet d'un développement dont il faudra discuter avec les membres de la CRIJ. Je pense aussi que les réunions qu'on va avoir dans les départements vont nous aider aussi à y voir plus clair sur les capacités d'utilisation dans les SCOT, dans les intercommunalités, dans les communes, et voir effectivement quelles sont les problématiques techniques qui se posent. Et nous, en tant que CRIJ et en tant que PF, comment est-ce qu'on peut y répondre pour faciliter les utilisations. Donc, est-ce qu'un prochain millésime est déjà prévu ? Il est prévu de se pencher sur cette question, donc d'où le recrutement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un prochain millésime est souhaité par de nombreux membres de la CRIJ. Actuellement, il n'est pas complètement finalisé du point de vue technique, et surtout, il n'est pas encore cofinancé. Autre question, quels sont les formats de données disponibles ? Donc c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des téléchargements possibles, donc au format standard lisible par les différents SIG. Mais on a également, grâce à GeoNormandie, la possibilité d'avoir des formats de flux. Donc techniquement du WMS, on peut envisager aussi peut-être du WFS. Donc ça, ce sont des formats qui permettent notamment d'avoir des utilisations innovantes par des startups ou par d'autres structures de ce type, notamment par des applications mobiles, puisque la donnée sera accessible, je dirais, en flux permanent par tous les différents types de terminaux.
Autre question, peut-on télécharger les données par niveau de nomenclature? Le niveau le plus fin n'est pas forcément utile pour toutes les exploitations. Alors, cette dernière remarque est tout à fait juste. Parfois, le niveau le plus fin vient complexifier les usages, et parfois il est préférable quelque part de rester sur des niveaux un petit peu plus macro. À ce stade, là, ce qu'on a prévu, c'est de faire une livraison globale. Et donc, du coup, on n'a pas encore pensé à faire des extractions à des niveaux plus macro, ce qui permettrait peut-être justement d'alléger la donnée, peut-être pourquoi pas d'ailleurs d'en faire une production directement à l'échelle régionale. Et donc là, on est un petit peu sur la même thématique que tout à l'heure quand j'évoquais le fait de se rendre compte des besoins quand on fera les présentations au niveau local et dans les départements. Et là, peut-être que du coup, une des premières conclusions qu'on tirera, ce sera d'avoir en fait d'autres façons de fournir la donnée avec des niveaux de nomenclature qui sont pas toujours aussi définis. Voilà, j'en ai fini donc avec les questions. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir assisté donc à cette première présentation. Alors pour information, la vidéo sera en ligne dans quelques minutes sur la page YouTube de la CRIJ. N'hésitez pas à en diffuser le lien donc, à toutes les personnes que vous pensez potentiellement intéressées. Vous pouvez également rester informé donc, des développements à très court terme dans les prochains jours via Twitter, donc le Twitter de la CRIJ, ou via l'adresse mail. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier donc, la région d'avoir mis à disposition ces moyens techniques et ces techniciens qui ont été très efficaces pour ce live YouTube qui est un peu une innovation. Et donc il me reste à vous dire à bientôt, et puis surtout portez-vous bien. Au revoir.